c'est à moi que revient l'honneur du coup de vous présenter Madame Sita Isabelle, accompagnatrice de résilience, qui est là parmi nous ce soir pour vous partager son expérience et sa passion pour l'humain. Donc Isabelle nous parlera dans un premier temps de la découverte de sa passion, pour ensuite nous expliquer le processus de changement lors d'une épreuve de vie difficile. Elle nous parlera également des émotions, comment et pourquoi elles nous dirigent. Et enfin, elle nous présentera ses outils et ses clés afin de renaître à soi tout simplement. Alors, avant de laisser Isabelle se présenter, je vais vous rappeler quelques règles de bonne conduite pour le bon déroulement de la conférence. Prenez soin de bien maintenir votre micro coupé lors de la présentation et ne vous inquiétez pas, si vous avez des questions, vous avez la possibilité de les rédiger dans la partie commentaires et nous nous ferons un plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Donc, je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne conférence en compagnie d'Isabelle. Bonsoir Emeline, bonsoir à toutes les personnes qui sont présentes, qui ont donné de leur temps pour découvrir ce soir renaître à soi en douceur. Donc, je vais commencer par me présenter et vous dire qui je suis, d'où je viens. Alors, beaucoup de personnes me connaissent sous une casquette différente, puisque j'ai un long parcours en fait dans le funéraire. J'ai grandi dans les coulisses du funéraire, puisque à l'époque, mes parents avaient une entreprise de pompes funèbres. Que j'ai ensuite repris avec mon frère, ma sœur, enfin, une entreprise familiale. Donc, un long parcours dans le funéraire et accueillir des familles, mais avec beaucoup de bienveillance, sans forcément tenir compte de ce qui se passait pour eux en termes émotionnels. Donc, voilà, j'ai préparé un MBA en management des services funéraires européens. Donc, j'ai eu le plaisir en fait de découvrir toutes les techniques concernant le funéraire dans différents pays d'Europe, ce qui a pu m'enrichir et voir en fait que déjà celui qui nous rapprochait, qui se rapprochait le plus de notre modèle était celui d'Espagne, qui eux en fait avaient beaucoup d'attachement à la partie accompagnement humain. Mais ce qui a fait vraiment le déclic pour que j'aille vers cette voie, c'était en 2003, la maladie de mon père. En 2003, mon père tombe malade et je dois l'accompagner en métropole. Donc, je l'ai accompagné pendant 6 mois. J'ai accompagné surtout sa fin de vie, pour le coup. Et là, j'ai vu d'abord tout ce qui remuait en moi, toutes les émotions que ça pouvait remuer quand c'était soi qui vivait cette douleur de fin de vie, puis ensuite du deuil. Donc, et puis voir aussi des deux côtés, c'est-à-dire moi, ce que je vivais en tant qu'accompagnante d'un membre de ma famille qui est en fin de vie, mais aussi tout le service hospitalier. Comment ils étaient formidables, mais on voyait aussi cette partie émotionnelle, cette peur de la mort, cette peur du tabou de la mort en fait. Et donc, pour faire mon deuil, et puis aussi pour accompagner ces familles, puisque ça me tentait de plus en plus, je suis allée me former. Je suis allée me former donc, au coaching, d'abord pour avoir une vraie posture d'accompagnante. Ensuite, je suis allée au Canada pour me former à l'hypnose érectionnelle. Peut-être que certains connaissent Isabelle David, puisqu'elle est souvent venue à La Réunion former des personnes. Mais moi, j'ai fait le choix de partir là-bas, puisque pour moi, le Canada, c'est un appel au développement personnel, une proximité de l'humain qui est extraordinaire. Donc, j'ai fait toute mon expérience d'apprentissage de l'hypnose donc là-bas. Et puis, j'ai continué beaucoup de formations. Et ce qui m'a permis, toujours en étant dans l'entreprise de pompes funèbres, de mieux accompagner, d'offrir ce service dans mon accompagnement funéraire. Et puis, il y a quelques années, j'ai vraiment fait le choix d'ouvrir ma structure de coaching et de formation, puisqu'il y a l'accompagnement de la personne qui
qui vit sa difficulté, mais aussi il y a toutes les professions qui sont confrontées à la mort ou à des traumatismes du deuil ou autre, quoi. Donc, alors qui j'accompagne, ça va être vraiment de manière individuelle, pardon, ça va être la personne qui traverse une épreuve de traumatisme, de douleur, des difficultés, des épreuves de la vie, parce qu'il n'y a pas que la mort comme épreuve de la vie, malheureusement, il y a les burn-out, donc on voit ensemble justement tous les processus de deuil. J'accompagne également les formations professionnelles, donc tous ces équipes qui sont confrontées justement en situation quotidienne avec des charges émotionnelles qui sont très lourdes. Pour tout vous dire, ces 2 derniers jours, je donnais une formation au CHU justement pour le personnel médical et je me rends compte combien un professionnel peut être en souffrance quand il est confronté à la souffrance de l'autre également. Donc, c'est de leur donner des petits outils, des clés pour se sentir bien, donc se ressourcer et aussi accompagner l'autre dans ce qu'il traverse. Donc, je vous disais dans le teaser que, en fait, ma passion, c'est l'humain. Donc, comment ça m'est devenu une passion, l'humain? Donc, pour 2 raisons principales. Alors, c'est que j'aime accompagner l'humain dans toute sa complexité, justement, de ce qu'elle vit, d'aller réveiller sa part de lumière, justement, qui s'est assombrie à cause de ces événements qui sont dramatiques. Et justement, l'amener à cicatriser ses blessures, aller chercher vraiment au fond d'elle, et surtout avec elle, et tout en suivant son rythme, vers là où elle peut retrouver un peu d'apaisement. La deuxième raison qui me pousse à aimer, à avoir cette passion, donc, c'est l'éclairage que les neurosciences peuvent amener. En fait, de nombreuses études sont faites ces dernières années qui nous montrent en fait que le cerveau, c'est l'ordinateur le plus puissant. Et son objectif principal, en fait, c'est de nous protéger de souffrances éventuelles. Et ces prédictions, en fait, elles sont basées sur l'expérience douloureuse du passé, tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on a pu rencontrer. Et on se construit comme ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que on apprend qu'on peut reprogrammer ce cerveau. On peut lui montrer le chemin de résilience. C'est certes, ça demande du courage, de la volonté et surtout de la persévérance, parce que le cerveau, c'est un vrai muscle en fait qu'il faut entraîner régulièrement. Donc, pour pouvoir atteindre ces changements, se voir se transformer, il faut aussi beaucoup s'entraîner. Le chemin neuronal commence à se transformer au bout de 21 jours. 21 jours, on répète des choses, on axe ses pensées vers le changement et on commence déjà à faire un pas vers le changement. Donc, vous imaginez bien que cela demande du temps, ça demande du respect de soi pour aller vers ce changement. Donc, le processus de changement, effectivement, nous avons tous des expériences de vie qui sont parsemées d'embûches, d'épreuves de la vie, de burn-out, et on doit tous y faire face à un moment donné. Mais on a surtout la responsabilité du sens que nous voulons donner à notre vie. Et c'est ça qui est important de comprendre et surtout de se poser à un moment donné dans son parcours pour écouter ses besoins émotionnels, écouter ses besoins relationnels, écouter aussi quel sens on veut donner à notre vie. On dit que les changements arrivent souvent entre 40 et 55 ans, lorsqu'on a eu tout un parcours. Désolée, on a subi une petite panne de conférence, de visio. Mais voilà, on est de retour. Donc Isabelle, je te reprends la parole. Je t'en prie. Je te remercie, Lynn. Bon, ça va, moi je ne suis pas partie. Je suis toujours présente et ce sont les aléas du direct et on s'adapte, il n'y a pas de souci. Et donc, je vous parlais du processus de changement
justement, et je vous disais qu'on avait la responsabilité du sens que nous voulons donner à notre vie. Et pour ça, qu'il était important de faire une pause pour écouter nos besoins. Et ce que je vais vous proposer, c'est de faire un pont vers le futur, juste un instant avant notre propre mort. Je vais vous parler de Bronnie Wayne. Et c'est une infirmière spécialisée dans les soins palliatifs en Australie. Et elle a écrit un livre, en fait, sur les 5 derniers regrets des personnes en fin de vie. Et je trouve que ça peut être un bel éclairage, justement, quand on a toutes ces informations pour savoir quels changements on peut apporter dans nos vies ici et maintenant. Donc, le premier regret qu'elle a noté, en fait, qu'elle a repéré parmi tous les patients qu'elle accompagnait, ça a été « j'aurais préféré vivre ma vie et pas celle des autres ». Effectivement, souvent nos comportements sont basés sur notre éducation, sur la morale sociale, sur le modèle familial qui est instauré. Donc, nous suivons ces règles un peu inconsciemment. Mais ce qui nous fait mettre aussi peut-être nos vraies aspirations, celles du cœur, entre parenthèses. Le deuxième regret, c'est « j'aurais dû travailler moins ». Et je crois que ce deuxième regret, dans notre société d'aujourd'hui, il est autant valable pour les femmes que les hommes, parce que les femmes travaillent autant que les hommes et sont confrontées justement au fait que quand on donne 80% de son travail, de son temps à son travail, on ne voit pas ses enfants grandir. On voit pas, on perd un peu d'intensité dans la relation de couple. Donc, c'est un vrai regret, je pense, qu'il est important de ne pas mettre de côté. J'aurais dû travailler moins. Le troisième regret, j'aurais dû assumer mes sentiments. Et oui, combien il est précieux de dire aux gens qu'on les aime et de ne pas attendre demain. Le temps passe vite, il y a des personnes qui s'en vont, qui prennent d'autres trains et on n'a pas eu le temps de leur dire qu'on les aime. Donc, l'importance d'assumer ses sentiments et d'arriver à verbaliser, à prendre les gens dans ses bras pour leur dire qu'on les aime. Je pense que ça, c'est une vraie guérison aussi, de prendre les gens dans ses bras et de leur dire qu'on les aime. C'est vrai que depuis 2 ans, on vit une période où il est difficile de pouvoir appliquer ça, mais je pense que, en tout cas, il ne faut pas abandonner et ne pas l'oublier, cette règle importante. Le quatrième regret, j'aurais dû rester proche de mes amis. Alors, souvent, on est dans des rythmes infernales, donc, et le travail et la famille. Et du coup, on ne voit plus ses amis. Bien qu'on les aime, on ne les voit plus. Et donc, juste prendre conscience que l'amitié, c'est un trésor qui, pour garder de sa valeur, elle doit être cultivée tout au long de sa vie. Et donc, visiblement, quand les personnes arrivent en fin de vie, par l'expérience que Bronnie Wayne a pu détecter, ça reste un vrai besoin de rester proche de ses amis. Le cinquième regret, c'est « j'aurais dû m'accorder le droit au bonheur ». Souvent, quand on est dans le confort de ses habitudes, quand on est dans une zone de confort, on ne veut pas trop réveiller les choses qui pourraient nous amener à bouger, justement. La peur du changement peut donner ce sentiment d'être heureux, d'être dans la joie et tout. Mais il est important de réellement ouvrir son esprit à ce qu'est le bonheur au quotidien aussi et répondre à nos vrais besoins. Et pour cela, je crois que la vraie clé de tout, c'est l'acceptation. Pour n'avoir aucun regret, justement, et ne pas se laisser guider par des événements douloureux, par des expériences qui font que nos comportements, nos actions, nos sentiments tournent autour de nos peurs ou nos émotions négatives et en fait nous empêchent d'avancer au final. Il faut
aller vers cette acceptation de ce qu'on vit au moment où l'on vit. Et pour cela, je vous propose un modèle de réflexion pour se mettre en marche vers l'acceptation de ce qui est, tout en s'alignant à qui nous sommes. Alors, les 6 piliers pour se mettre en marche. Alors, le M de marche correspond aux motivations. Motivation, donc je mobilise mes ressources pour atteindre mes objectifs avec douceur. Et donc, dans la motivation, il y a bien je mobilise, je me mets en route pour aller chercher mes ressources. Je vais les rechercher et je sais que je vais persévérer parce que je vais y mettre de la douceur. Je vais être bienveillant avec moi. Le A de marche correspond à assertivité. Donc, j'ose affirmer mon point de vue dans le respect de l'autre, mais aussi de qui je suis. Donc, c'est oser dire en confiance. Il est important de ne pas garder les choses en soi. Ça peut créer tellement de malentendus et tellement de mauvaises interprétations, d'où une mauvaise communication. Le R de marche correspond à responsabilité. J'ai la responsabilité de mon équilibre et de mon bonheur. Effectivement, si ce n'est pas moi qui le mets en route, ce ne sera pas les autres. Et puis les autres, ils ne connaissent pas ce que vous avez au fond de vous pour savoir quel est vraiment votre bonheur, votre plaisir d'être, tout simplement. Le C de marche correspond à congruence. Alors ça, c'est quelque chose de difficile des fois à appliquer parce qu'on est souvent bousculé entre ce que les autres disent, dans le regard des autres, les attentes des autres. Donc, c'est je pense ce que je dis ce que je fais et je fais ce que je pense. C'est cet alignement, en fait, cet alignement de la tête, du corps et du cœur. Donc, vraiment, aller vraiment vers cette voie qui nous ancre, en fait, qui nous ancre et qui nous amène des forces et qui nous emmène à faire un pas de plus en confiance. Le H de marche qui correspond à humilité. Je reconnais mes erreurs et mes faiblesses sans me dévaloriser. Il est clair qu'on n'est pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Et l'erreur fait avancer. L'échec est une expérience, un apprentissage pour mieux faire. Et donc, c'est de les reconnaître tout simplement. Et de les reconnaître sans culpabiliser, sans se dévaloriser. Un des accords Toltec dit « je fais de mon mieux ». Et je crois qu'il est vraiment important chaque jour de faire de son mieux. Le E de marche, donc engagement. Je m'engage dans mon parcours avec l'authenticité de qui je suis. Parce que si je m'engage avec les pensées des autres, je ne serai jamais alignée. Donc, l'importance de s'engager dans un parcours avec l'authenticité, de savoir qui on est, d'offrir qui on est, de ne pas avoir peur de cette vulnérabilité qui, des fois, nous fait mettre en retrait. Mais c'est vraiment offrir avec authenticité et s'engager dans ce parcours de transmutation, je dirais. Et pour cela, nous avons besoin de faire des deuils. Alors, effectivement, on parle du deuil, mais il existe plusieurs deuils en fait. Selon Freud, l'expression faire son deuil, en fait, se définit comme un processus intrapsychique suite à la perte de l'objet d'un attachement. Et donc, s'attacher, c'est vital. C'est un besoin vital. On a besoin de s'attacher à l'autre. L'attachement est source de réconfort, de sécurité, de confiance, qui justement va nous permettre de grandir, d'aimer, d'être aimé. Sauf que quand le lien se rompt, eh ben, il y a déséquilibre entre ce que le corps, la pensée et le ressenti existent en fait. Et là, on ne sait plus où on est, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus ce qu'on veut.
Et c'est compliqué, ça devient compliqué. L'important, en fait, c'est de savoir remettre les choses à leur place aussi. Et de ne plus… alors, je dirais que quand je dis remettre les choses à leur place, c'est-à-dire que si je parle de la mort physique, par exemple, la personne n'est plus là. Mais le cheminement, la cicatrisation à penser, en fait, c'est de retravailler cette présence de la personne qui n'est plus là, de refaire le chemin dans son cœur pour qu'elle existe à nouveau et qu'on puisse avancer à nouveau, de réfléchir aux valeurs que cette personne nous laisse en héritage et qui nous permet d'être plus forts et d'être sur une autre voie, en fait. C'est un chemin différent qui se fait, mais l'important, c'est qu'il faut qu'il se fasse en confiance et surtout en douceur, à son rythme. Et je crois que le mot deuil, en fait, c'est un mot qui fait peur aux gens parce que le mot deuil, la définition déjà du mot deuil, il est synonyme de douleur. Donc, forcément, personne n'a envie de faire son deuil parce que personne n'a envie de souffrir. On n'a pas envie aussi de rompre ce lien parce que souvent, quand on dit on a fait son deuil, on a l'impression que il y a une coupure et on va oublier la personne, qu'elle va disparaître à jamais et qu'il n'y aura plus ce lien qu'il y a entre la personne. Donc, beaucoup de gens ont du mal à faire leur deuil parce qu'ils pensent que s'ils font leur deuil, eh ben ça, ils seront définitivement coupés de cette personne et ils se sentent coupables un peu. Donc, d'où la réflexion de refaire le cheminement différemment, de placer les personnes qu'on perd, de voir les choses de manière différente. Et c'est valable aussi pour le deuil amoureux, le deuil professionnel, le deuil animalier. C'est le même processus en fait pour tous ces deuils qu'on a à faire. D'où la nécessité vraiment de rentrer dans un vrai processus de guérison et s'autoriser justement à faire le premier pas vers cette cicatrisation et de le faire en douceur pour se sentir en sécurité. Parce que c'est notre besoin primordial de survie, c'est de se sentir en sécurité. D'où l'importance d'être à l'écoute de nos émotions. L'importance de verbaliser ce que nous ressentons pour prendre conscience de nos pensées. Donc, ne pas se laisser brouiller par des automatismes. Des fois, on dit on n'écoute pas parce que ça fait trop mal, donc on fait les choses de manière robotisée pour ne pas être à l'écoute de ces émotions qui vont venir nous bousculer et nous dire que ça fait mal et qu'on a peur de perdre pied finalement. Et c'est sûr aussi qu'on n'a pas eu d'éducation émotionnelle. C'est-à-dire que petit, je pense que ça se fait de plus en plus aujourd'hui. Les pays nordiques le font très bien, c'est-à-dire qu'ils ont mis l'éducation émotionnelle au programme de la petite école. Donc, c'est un cheminement différent quand on peut reconnaître ses peurs, ses colères, ses tristesses. Et donc, nous n'avons pas eu. Donc, c'est un cheminement qu'on doit apprendre aussi. Et comme on n'a pas eu cette éducation émotionnelle, on a plutôt eu cette éducation avec des drivers qui disent sois fort, fais plaisir, sois parfait. Alors que peut-être qu'il serait plus juste de les remplacer par sois réaliste, sois ouvert, ose être toi-même, pense aussi à toi. Je pense que c'est très important de faire les choses différemment. Et donc, nous avons 4 émotions principales qui peuvent être à des divers degrés, des diverses intensités. Et ce sont des émotions, en fait, qui viennent nous passer des messages, en fait. Elles nous servent de GPS pour se dire que là, il y a quelque chose que je ressens dans mon cœur, dans mon corps, et qu'il faut aussi être à l'écoute et écoute du message que vient nous dire cette émotion. Donc, la peur, c'est une émotion d'anticipation qui nous informe d'une menace, d'un danger. Et souvent, elle peut être bloquante.
parce que les peurs nous empêchent d'avancer parce qu'on est en lutte pour notre survie. Mais pour certaines personnes, elles peuvent être stimulantes. Donc, on peut être en mode de lutte ou en mode, voilà, en mode lutte ou en mode inhibition ou en mode de fuite aussi. Donc, voilà, le tout, c'est d'être à l'écoute, d'entendre le message de ce qu'elle vient nous dire. La colère, c'est une émotion de protection en réaction à une frustration, une injustice. Et souvent, la personne qui est en colère, elle va faire des projections de ce qu'elle ressent pour se protéger. Une colère, c'est avant tout pour se protéger. Donc, la prochaine fois que vous voyez une personne en colère, vous vous direz que peut-être que ce n'est pas de votre faute, elle veut juste se protéger par rapport à un élément déclenchant qu'il y a eu autour d'elle. La tristesse, elle est liée à une perte, à une déception, avec ce sentiment d'impuissance, de ce sentiment où plus jamais ça ne sera comme avant. Donc, important d'écouter sa tristesse et de la verbaliser. Et importance des larmes aussi. On dit, enfin, souvent, les gens n'osent pas pleurer, encore moins en public. Alors, c'est clair qu'il faut apprendre à gérer tout ça. Mais c'est important de pouvoir libérer ces larmes. Et puis, l'émotion qui est une émotion vers laquelle on tendrait tous, c'est la joie. Donc, la joie, c'est la satisfaction d'un désir, d'une réussite ambitieuse, qui amène de la légèreté, qui amène de l'énergie, qui amène vraiment de la confiance en soi. Donc, important d'aller vers cette joie. Mais peut-être qu'avant la joie, il y a peut-être une paix intérieure à retrouver. Donc, voilà. Et pour ça, moi, je vous accompagne à travers plusieurs outils. J'ai choisi ce soir de vous présenter 3 outils principaux. Donc, le premier, le coaching. Donc, le coaching, c'est accompagner la personne justement dans un processus dynamique et créatif. C'est-à-dire lui offrir un espace de parole qui fera qu'elle pourra verbaliser ce qu'elle ressent, tout en confiance, surtout sans jugement, dans la confidentialité, dans la bienveillance et avec du respect. Donc, c'est important que la personne soit en confiance pour pouvoir se libérer. Et plus on verbalise ce qu'on vit de douloureux, plus cela s'apaise, quoi. Donc, une fois qu'on a écouté la personne dans sa douleur, dans ce qu'elle vit de difficile, on passe à l'étape de réveiller ses ressources. À quoi elle peut… c'est quoi le premier pas pour aller vers sa nouvelle création d'elle-même, quoi. Et pour cela, on peut créer des rituels, par exemple, des rituels qui fera qu'on ira vers cet entraînement du cerveau dont on a parlé tout à l'heure pour l'amener à changer et à ce que ça devienne une envie, une normalisation des choses. Le 12e outil que je vous présente est l'hypnose ericksonienne, la fameuse hypnose ericksonienne. Souvent, les personnes, quand on échange au niveau de l'hypnose, leur peur, c'est que ça se passe comme l'hypnose de Mesmer, en fait, de Mesmer, avec la peur de se retrouver sur une table à faire le lapin, quoi. Donc, effectivement, je rassure tout le monde, l'hypnose ericksonienne est une hypnose thérapeutique. On est conscient du début de la séance jusqu'à la fin. Mais c'est juste amener la personne à être dans un autre état d'esprit, amener vers ce qu'on appelle un état de conscience modifié, comme si on rêvait en fait. Et justement, de pouvoir aller vers ses ressources, c'est d'ouvrir en fait un dialogue intérieur pour aller rechercher vraiment la meilleure partie d'elle, ses ressources. Elle a pu, à certaines occasions, fermer certaines portes et donc
se permettre de les réouvrir. Donc, c'est un superbe outil qui vraiment permet de renaître à soi, justement, mais avec beaucoup de douceur. Le troisième outil, alors c'est un outil que j'affectionne particulièrement. C'est un outil qui s'appelle l'EFT. EFT, ça signifie Emotional Freedom Technique. Donc, c'est une technique de libération des émotions qui est basée sur la simulation de 15 points méridiens issus de la médecine chinoise traditionnelle. Donc, ce sont 15 points d'acupuncture sur lesquels on va les tapoter, tout simplement. Là, je vous montre. Donc, on tapote sur le tranchant de la main, ensuite sur le haut de la tête, le début des sourcils, le coin de l'œil, sous le nez, sous le menton, sous les clavicules, sous les seins qui correspond en fait à un point qui est relié aux émotions de la colère, un point sous le bras et ensuite sur la main, donc le pouce, l'index, le majeur, l'auriculaire et le dos de la main. Et donc, ce sont juste des petits tapotements que l'on dit en disant une certaine phrase qui permet justement débloquer l'énergie qui est bloquée. C'est-à-dire que quand on vit certaines émotions, des fois, l'émotion reste bloquée dans le corps et l'énergie ne circule plus. En faisant ces tapotements, cela permet justement de redonner de la fluidité à cette énergie et de débloquer cette émotion. Moi, je suis vraiment surprise de voir à quel point ces changements peuvent se faire très rapidement. Et ce que j'aime par cet outil, c'est que c'est un outil en fait qui touche et l'esprit et le corps. C'est-à-dire qu'on va aller dire une certaine phrase, même si je ne me sens pas bien, je m'aime et je m'accepte. C'est un exemple. Donc, on dit cette phrase en tapotant sur les différents points, sur ces 15 points, et à la fin, on voit comment on se sent. Est-ce qu'on a besoin de refaire une deuxième ronde pour débloquer encore plus? Et les niveaux d'intensité baissent au fur et à mesure et on voit les changements physiques. Parce qu'il y a un vrai changement physique qui se passe dans le corps. Donc, c'est vraiment l'alliance de la guérison du corps et de l'esprit. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet outil. Et alors, cet outil, je l'accompagne beaucoup sur les familles que j'accompagne et notamment j'accompagne donc l'association ADJ 974 qui est une association partenaire de la mutualité qui accompagne les enfants atteints de diabète de type 1 ou les familles atteintes de diabète de type 1 et je trouve que c'est une belle technique pour leur permettre justement d'aller vers l'acceptation de la maladie, l'acceptation de tous ces changements de vie que la maladie amène et faire le deuil de sa santé d'avant. Et aussi, pour aller encore plus loin, se dire que ce qu'on traverse va être une force pour demain. Donc, c'est très important. Donc, c'est une famille, ce sont des familles qui, vraiment, je suis très admirative parce que je suis vraiment dans l'humilité en voyant tout ce que ces familles peuvent traverser en termes de changement de vie que ça amène ce diabète de type 1. Donc, voilà. Donc, c'est une vraie bonne idée de la part de cette association de faire accompagner ces personnes sur la gestion des émotions. Donc, une association extraordinaire qui part aussi de tout ce qui est administratif, tout ce qui est technique, mais qui a vu l'importance de l'accompagnement, de la gestion des émotions. Alors, juste pour faire un petit exemple, un petit outil que je peux vous offrir maintenant et qui peut se faire sans aller chercher plus loin. Donc, il y a un point qui est en dessous des clavicules. C'est un point qui correspond à la maîtrise de nos peurs et de nos phobies. Donc, si on sent une angoisse arriver, quelque chose d'angoissant, de peur qui arrive, ça peut être suite à une situation qui arrive tout d'un coup, ou bien à un moment donné, voilà, qui arrive, et ben, c'est aller tapoter tout simplement en dessous de ce point, en dessous des clavicules, c'est tapoter.
en inspirant et en soufflant. Mais du coup, en amenant cette respiration qui est calme et qui amène de l'apaisement. Tout simplement, on tapote. Vous pouvez le faire avec moi si vous le voulez. Et juste pour l'expérience, et vous saurez que dans d'autres occasions, vous pourrez l'appliquer si vous sentez un peu d'angoisse, des peurs, peu importe quoi. Voilà. Une deuxième petite technique que je voudrais vous apprendre parce que j'aime beaucoup, c'est le câlin papillon. Alors, c'est pareil, c'est une technique de retour au calme, d'apaisement. Et donc, c'est poser ses mains, les croiser au niveau de son cœur, de sa poitrine, et juste faire des petits battements, comme les papillons. Et pour le coup, d'amener sa respiration à quelque chose de calme. Dans l'idéal, c'est quand on inspire, de compter jusqu'à 4, donc sur 4 temps. Et quand on expire, c'est compter jusqu'à 6, donc sur 6 temps. Tout ça pour permettre le retour au calme. C'est sûr que là, si vous comptez, on peut s'y perdre un peu. Et on peut même rajouter en faisant cette technique de retour au calme, une envie, un mot en fait, un état dans lequel on a envie de se retrouver. Paix, joie, calme, tout simplement. Donc, c'est juste faire ce petit battement en respectant le rythme de respiration qui ramène au calme et en se disant cet état à haute voix dans lequel on veut se retrouver. Et ça, c'est sur 4 ou 5 minutes. Donc, vraiment, c'est un petit outil qui est facile et que vous pouvez apprendre à vos enfants, aux personnes qui vous entourent, qui permet de bien s'endormir le soir, donc facile à appliquer. Donc, je vous conseille d'en abuser, en fait. Voilà. Et pour terminer, je voulais vous présenter les 7 clés de libération intérieure. Alors, ça, je trouve fabuleux parce que, en fait, je pense même que si vous avez la possibilité de prendre une photo et de la garder chez vous pour ne pas oublier, n'hésitez pas à le faire. La première clé, c'est donc s'exprimer. Ce que nous réprimons s'imprime. S'exprimer. Ce que nous réprimons s'imprime. La deuxième clé, dédramatiser. Ce à quoi nous résistons persiste. Dédramatiser. Ce à quoi nous résistons persiste. La troisième clé, ce que nous fuyons nous poursuit. Ô combien c'est vrai, ce que nous fuyons nous poursuit. La quatrième clé, lâcher prise, ce qui nous affecte nous infecte. Lâcher prise, ce qui nous affecte nous infecte. La cinquième clé, se responsabiliser. Ce à quoi nous faisons face s'efface. Ce à quoi nous faisons face s'efface. La sixième clé, s'unifier. Ce que nous visualisons se matérialise. Ce que nous visualisons se matérialise. La septième clé, rayonner. Ce que nous bénissons nous ravit. Ce que nous bénissons nous ravit. J'espère que vous l'avez bien intégré. Alors, pour conclure, je vous dirais que la vie, elle nous amène son lot d'épreuves et de souffrances.
de bouleversement intérieur. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que parallèlement, la vie nous offre aussi des outils de guérison. Elle nous offre des techniques, des solutions qui nous permettent de cicatriser nos blessures émotionnelles et qui nous permettent de grandir à nouveau. Parce que peut-être que le chemin aussi de nos vies, c'est grandir pour réveiller en fait la meilleure version de nous-mêmes et pour cela de répondre à la violence. Donc pour cela, il faut oser faire le pas de côté pour s'observer et définir nos besoins et se mettre en marche pour renaître à soi en douceur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Isabelle pour ton partage qui était très enrichissant. Eh bien, écoutez, si certains ou certaines d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Isabelle est là pour vous répondre. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez donc ouvrir votre micro et tout simplement poser votre question ou, comme on l'a dit en début de présentation, de rédiger vos questions via les commentaires ou via la partie chat de Zoom. On vous écoute. Est-ce qu'on peut la rencontrer, s'il vous plaît? Oui, je pense que Mita va vous transmettre mes coordonnées. Vous pouvez m'appeler et on peut se rencontrer. Ah, d'accord. Oui, sachez que mon cabinet est dans le sud, mais j'interviens sur toute l'île, effectivement, peu importe ok. le lieu. C'est bien, j'ai bien aimé la petite parenthèse. Voilà, donc comme c'est présenté. Oui, j'espère que ça vous a amené des éléments qui vous permettent déjà une réflexion sur soi et de savoir où on en est, de faire un pas vers ce que vous voulez être d'autre, peut-être. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut revoir la séance sur Facebook? Oui, c'est diffusé sur Facebook. Il y aura du coup un replay. Vous allez avoir la possibilité de revoir la vidéo autant que vous le souhaitez. Oui, parce qu'au début, j'ai eu du mal pour me connecter. Oui, il n'y a pas de souci. On a été coupé également, mais les deux parties de la vidéo sont bien sur Facebook. Ok. Bon, je vais re-regarder. Merci, au plaisir de vous rencontrer alors. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a une question. Donc, on a une question. Quelle est la différence entre sensible et émotif quand on parle d'émotion? Alors, la sensibilité va être quelque chose d'intrinsèque. L'émotion va être ressentie dans le physique, c'est-à-dire physiquement. Il va amener une certaine un ressenti physique en fait. Et ça va être à des niveaux différents en fait de ressenti. Donc, on a une nouvelle question. Est-ce qu'il y aura d'autres rendez-vous sur d'autres thèmes? Alors, là, c'est toi qui vas pouvoir répondre. Oui. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par d'autres rendez-vous. On réalise plusieurs conférences sur différents sujets. Là, en ce qui concerne Isabelle, si vous avez d'autres questions à lui poser ou si vous avez tout simplement besoin de la rencontrer, comme vous voyez, c'est affiché là sur votre écran, ses coordonnées. Et voilà, n'hésitez pas, même ou sinon en passant par le Facebook de Muta, n'hésitez pas directement à nous demander et on transmettra les informations à Isabelle.
J'ai eu plus de précisions pour la question, donc c'est effectivement d'autres conférences sur le développement personnel. Eh bien, pour le moment, enfin, c'est pourquoi pas, oui, une possibilité. Pour le moment, nous n'avons pas d'autres conférences de prévues à ce sujet, mais en tout cas, si on organise ça, vous serez au courant. On communiquera dessus, bien sûr. Et on te remercie pour ton intervention, Isabelle. C'est moi qui vous remercie et remercie les personnes qui ont été présentes et à mon écoute. Et j'espère leur avoir amené un éclairage, en tout cas. Et je reste disponible pour répondre aux questions et également sur ma page Facebook ou par mail également. Avec plaisir. Très bien. Eh bien, Merci. si vous… Alors, oui, pardon. Et je remercie également Muta de m'avoir invité à faire cet exposé, à toute l'équipe qui est dynamique, technique, qu'on ne voit pas forcément, mais qui est vraiment présente et qui peut revenir dans des problèmes techniques comme ça et nous permettre de continuer. C'est vrai, merci à toute l'équipe et merci à toi également d'avoir accepté de partager avec nous ton expérience qui, j'espère, en tout cas, a été enrichissante pour tous nos téléspectateurs. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions et oui, tout simplement, si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, on va pouvoir terminer cette visioconférence. Et je vous souhaite à tous, du coup, une bonne soirée. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci à tous. Et surtout une prochaine séance. Oui. Avec plaisir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.